juste 2000, mais c'était les logements qui étaient débutés en 2020, 21, 22, 23. C'est très difficile de donner un prix, même probablement plus livré en 2023, mais c'est surtout les logements vendus en 2023. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alessandro Rizzo, qui est le CEO d'Eurocaution, et Cédric Daupagne, qui est le CCO de la même société. Soyez les bienvenus. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Bonjour Jérôme. Bonjour, avec grand plaisir, puisque nous sommes là pour parler de l'immobilier. Et pour ceux qui ne sont pas familiers, je vais déjà vous laisser présenter les activités d'Eurocaution, qui est un acteur très particulier dans le monde de l'immobilier à Luxembourg. Alors, Eurocaution, nous sommes un courtier en assurance et un concepteur de produits d'assurance caution. Donc, nous ne faisons que cela. Alors, on ne fait pas que l'immobilier, mais principalement, nos clients sont du secteur de l'immobilier et on les aide en fait à mettre en place des lignes de cautionnement pour garantir leurs obligations légales, que ce soit des garanties financières d'achèvement, des garanties de bonne exécution ou tout ce qu'ils doivent garantir en fait. Donc, typiquement, si j'achète un appartement sur plan, le promoteur doit souscrire chez vous une garantie d'achèvement qui fait que s'il fait faillite, c'est vous qui prenez le relais pour finir mon projet? Alors déjà, ce n'est pas nous, c'est un assureur, c'est un garant. Donc nous, on fait juste l'intermédiaire entre des multinationales garants, des compagnies d'assurance principalement, et oui, qui va émettre un papier qui va dire qu'en cas de faillite du promoteur, soit le garant achèvera le bâtiment, ou paiera pour l'achèvement, ou plus précisément paiera la différence que coûtera l'achèvement entre ce que l'acquéreur devra payer et ce que la construction coûte réellement, ou remboursera l'acquéreur si l'achèvement s'avérerait impossible. Alors, la raison pour laquelle je vous ai invité, on sait qu'on parle énormément de l'immobilier. Le nouveau gouvernement, qui est maintenant entre-temps là depuis 1 an, en a fait sa priorité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelle est votre analyse du marché de l'immobilier actuel? Actuellement, je pense qu'on peut dire qu'on sort doucement de 5 trimestres extrêmement douloureux au niveau immobilier. Ça s'est ressenti dans les ventes, principalement les ventes en état futur d'achèvement, par en grande partie la perte de confiance de la part des acquéreurs dans l'AVFA à cause de toute une série de facteurs, que ce soit des faillites ou autres. On espère qu'on est en train de repartir vers une situation meilleure, mais qui vont nécessiter pas mal de changements et d'implications de différents acteurs. Alors les drivers de cette reprise, est-ce que c'est quoi? La baisse des taux, on vient d'avoir une baisse à la Banque centrale, ou est-ce que c'est la baisse des prix de l'immobilier? Quels sont les principaux drivers? En fait, c'est un mix de plusieurs facteurs. Il y a d'un côté, il y a eu quand même en 2 ans plus de 12,5% d'indexation, ce qui a augmenté le pouvoir d'achat. Il y a effectivement la baisse des taux qui a joué un rôle, mais on oublie que les promoteurs ont dû adapter leurs prix pour la majorité. Donc les prix ont baissé. Alors de combien? On ne peut pas dire qu'ils ont baissé de 10, 15, 20 ou 30%, mais les prix ont effectivement baissé et donc les logements, la majorité des logements aujourd'hui en vente sont finançables. Donc ce qui veut dire que les revenus des gens par rapport à leur capacité d'endettement est suffisant pour acheter. Mais il est difficile d'acheter encore aujourd'hui parce que l'acquéreur, ce qu'il attend aujourd'hui, c'est une date de livraison. Il n'est plus dans cette perspective de dire les taux vont encore baisser. Il sait qu'ils vont baisser. Ça, il est au courant. Ça va durer peut-être encore 1 an qu'on arrive à un taux un peu plus stable. Mais il veut acheter quelque chose qui arrive vite à son achèvement. Et ça, aujourd'hui, c'est très difficile dans l'économie luxembourgeoise parce qu'on a des banques qui ne financent pas la construction pour les promoteurs, ce qui est en fait extrêmement rare, parce que dans tous les pays d'Europe où la construction est financée par les banques considèrent qu'on crée une bulle immobilière avec ça, mais non, on crée du logement pour les gens pour aller vivre. Donc c'est très bizarre, mais beaucoup de nos clients ont commencé à construire, c'est-à-dire qu'ils débutent sur fonds propres la construction, et nous on les aide en fait et on les suit dans cette approche. Alors ça nous amène effectivement au grand sujet du mois de mai-juin. Après plein de discussions, le gouvernement avait sorti ce SPV qui s'appelle Prologue. Et l'idée, c'était qu'une fois que les promoteurs avaient vendu pour 50%, je pense, des appartements, ils pouvaient commencer la construction.
et continuer à vendre pendant la construction. Mais il semblerait que ce SPV, en fait, pour l'instant, il n'y ait pas eu de projet qui ait été financé par ce biais-là. Bon, alors déjà, de notre point de vue, le SPV Prologue, bon, il n'a pas été fait par le gouvernement, mais par certaines banques, il ne sert pas à grand-chose. Parce que chez nous, ils peuvent obtenir des garanties d'achèvement avec des taux de prévente inférieurs à 50%. Parce que si l'objectif de Prologue, c'est que les banques donnent des garanties d'achèvement aux acheteurs s'ils atteignent 50% de Prologue, pourquoi payer tous ces frais d'un outil C'est assez cher, oui. où il y a le monde de l'assurance qui le fait sans cela. Donc c'était peut-être un effet un peu de communication pour montrer que toutes ces discussions du mois de janvier jusqu'au mois de mai avaient abouti sur un résultat. Mais visiblement, aujourd'hui, il faudrait adapter Prologue, soit baisser encore de 50% peut-être à 40 ou 35%. Ça ne changera rien en fait. Ce n'est pas ça qui va... si les promoteurs n'obtiennent pas de crédit construction, Prologue n'a pas d'utilité. D'accord. C'est l'utilité d'un outil comme Prologue, et c'est ce que j'ai déjà déclaré à plusieurs reprises, c'est que les promoteurs peuvent obtenir du crédit construction. Et d'après ce qu'on a pu comprendre jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y a pas de crédit de construction à la clé, c'est juste pour obtenir les garanties d'achèvement. Mais l'alternative, c'est nos partenaires assureurs. Donc, où on n'a pas besoin de Prologue et où ils ne doivent pas financer tous ces coûts. Alors, on pourrait prendre le problème à l'envers en disant, en fait, de combien le Luxembourg a besoin d'appartements pour se développer correctement. Je crois que la Statec estime que c'est 8000 appartements par an pour que l'offre et la demande se stabilisent avec le nombre de personnes qui arrivent les dernières années. C'est à peu près les chiffres que vous avez aussi? Je pense. Je pense, oui. C'est 8000 logements par an d'après la Statec. Après, la grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il faut les produire, ces logements. Aujourd'hui, on en produit combien? C'est 2023. C'était combien le nombre de logements livrés? En moins de 1000. Plus de 2000, mais c'était les logements qui étaient débutés en 2020, 21, 22, 23. C'est très difficile de donner un prix, même probablement plus livré en 2023. Mais c'est surtout les logements vendus en 2023 où c'était une catastrophe en fait. D'accord, oui, pour les raisons qu'on vient d'évoquer avant, avec une crise de confiance tout simplement, effectivement. Aujourd'hui, on n'arrivera jamais, déjà avant la crise, avant le Covid, ou même avant l'inflation des coûts de construction ou la crise qu'on vit actuellement, qui est une crise purement nationale, puisque qu'on va en Belgique ou on va en France, oui, les ventes ont baissé, mais elles ont baissé pas d'une manière aussi radicale. Et dans le futur, on aura un peu de mal à produire même 5000 logements par an comme on le faisait avant, ou 4500, ou même en débuter la construction. Parce qu'on perd notre outil de production. C'est ça. Et il y a de plus en plus de maçons qui partent dans d'autres pays, parce qu'il y a plus de travail, où ils sont même mieux payés. Et voilà, c'est ça la difficulté qu'on doit approcher aujourd'hui. Alors faisons peut-être deux scénarios. Prenons un premier scénario positif. Les taux d'intérêt descendent, la confiance revient. Les banques jouent le jeu et finalement ils recommencent à financer des individus qui veulent acheter des appartements soit existants, soit en construction. Comment est-ce que vous voyez les 3-4 prochaines années? Est-ce que vous voyez une production qui va se stabiliser à quoi? 3, 4, 5 000 appartements, logements par an? C'est une question difficile à répondre parce qu'on n'a pas spécialement de boule de cristal par rapport à tout ça. Maintenant, je pense qu'il faut rester optimiste et faire en sorte que l'ensemble des mesures qui soient prises d'une part d'un point de vue fiscal, d'autre part la réaction des promoteurs aujourd'hui de s'adapter au marché. Tout le monde doit s'adapter. On n'est plus dans le marché qui existait il y a 2-3 ans. Et surtout essayer de retrouver la confiance du consommateur qui était un petit peu abandonné et perdu ces derniers temps. Maintenant, une baisse de taux d'intérêt peut avoir un impact positif sur les ventes futures, à voir comment les coûts de construction vont être maîtrisés aujourd'hui et dans le futur, parce que là aussi, on parlait tout à l'heure de maisons passives qui ont un certain coût aujourd'hui à Luxembourg par rapport à d'autres pays. Donc, je pense qu'on va vers une reprise lente, qu'on n'atteindra probablement pas les prix qu'on a pu connaître il y a 2-3 ans, mais peut-être sur un marché beaucoup plus professionnalisé que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Alors vous évoquez le rating des appartements. On sait que jusqu'à récemment, la spécialité du Luxembourg, c'était le AAA, comme vous le dites, la maison passive, beaucoup plus cher. Je ne connais pas la différence, mais c'est à peu près ce qui coûte le plus cher à construire, j'imagine. Est-ce qu'une des solutions à l'avenir, ce ne serait pas de viser peut-être un peu une catégorie en dessous, un peu moins chère, sachant que de toute façon, les gens aiment bien ouvrir leurs fenêtres et peut-être qu'ils ne font pas le meilleur usage possible de la maison passive?
En fait, il faut réfléchir aux techniques de construction. La normalisation, je pense qu'on met aussi beaucoup plus de béton, beaucoup plus de ferraille dans les constructions qu'on met en Belgique ou dans d'autres. Tout ça est un élément qui va faire partir. On doit penser écologie, donc ça, on en est tous conscients. Mais l'excès d'imposer systématiquement des triple A ou des normes énergétiques extrêmement élevées coûte très très cher. Et donc l'achat du matériel pour le poser et tout ce qui va avec. Mais l'avantage énergétique que l'acquéreur, celui qui va avoir avec le surplus qu'il va payer, n'est pas encore tout à fait présent aujourd'hui. Et ça impacte assez négativement le marché, parce que finalement, les promoteurs doivent vendre des biens qui sont très chers, et ils pourraient faire le même bien beaucoup moins cher. Et on peut parler de grandeurs qui peuvent aller de 15 à 20%. Oui, c'est colossal. Et c'était une décision qui venait du promoteur, parce que c'était là où il y avait peut-être le meilleur profit à gagner sur un terrain, ou c'était plutôt le régulateur ou les communes qui insistaient pour avoir… politique. C'était d'abord politique. C'est politique. Très bien. Donc si on parle des communes, justement aussi, un aspect qui est souvent réclamé par nos clients aussi, c'est de pouvoir développer plus d'unités sur un même projet. Donc la fameuse… Pour pouvoir effectivement jouer sur les prix de sortie, puisque les prix des terrains sont élevés depuis un certain temps. Donc pouvoir développer des projets avec plus d'unités sur un même espace pour pouvoir justement avoir des prix de sortie beaucoup plus facilement vendables que ce qu'on connaît ou que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Alors le gouvernement actuel, je pense, a lancé les bonnes choses. Le ministre Léon Gloden, il va déposer bientôt un projet de loi où il a annoncé les grandes lignes qui devraient accélérer tout le processus d'obtention de permis et aussi faciliter, on va dire, la vie des promoteurs, mais aussi la vie des communes, parce que c'est des deux côtés. Mais effectivement, il faut penser national. Il ne faut plus penser chaque village, ses règles de construction, ses règles d'urbanisme, ses personnes. Et ça, c'est extrêmement positif. Ça, c'est ce qui est demandé depuis des années. Et là c'est là. Je pense que le gouvernement a pris des bonnes mesures, qu'elles soient actuellement principalement fiscales, parce que c'est mais qui sont un peu difficiles à comprendre par la population. Et il y a depuis peu un site internet qui a été fait, qui s'appelle aide.lu, qui donne une méthode de calcul qui explique aux gens quels avantages ils vont en tirer. Et ça, c'est très bien, parce que ça a permis en fait aujourd'hui de dire aux gens, si tu achètes un appartement de 800 000 euros, en réalité, combien il te coûte? Mais il te coûte avec tous les frais jusqu'à la fin, que l'on soit investisseur ou qu'on soit acheteur. Le problème va être quand ces mesures vont s'arrêter. Parce que, est-ce qu'à ce moment-là, les gens ne vont pas se dire le gouvernement n'a plus confiance dans son marché, et donc il faudra voir comment on va. Néanmoins, parlons de confiance. Nous, on a fait un choix en tant qu'entreprise, donc pas un choix politique, d'offrir la possibilité à nos clients d'offrir plus de garanties à leur acquéreur. Ce n'est pas une obligation légale, parce que la garantie faite par un assureur ou la garantie faite par une banque, elle est la même. Il n'y a aucune différence en termes de résultats, même si certaines banques le font croire que leur garantie est soi-disant meilleure que celle d'un garant. Mais si on compare les bilans des banques et ceux des assureurs, aujourd'hui, les bilans des assurances sont plus importants que ceux des banques. Bien sûr. Donc ça, c'est un fait mathématique. Mais nous, on a décidé de proposer plus de garanties. Donc, une des problématiques du marché de la perte de confiance des acheteurs, c'est que l'acheteur se dit, mais si demain, tu ne sais plus achever ton bien, moi qui ai payé aussi cher mon terrain, qui va me le rembourser? Bien sûr. Et c'est là où notre société, en tant que concepteur, on a en fait lancé l'option terrain, qui est une couverture qui est optionnelle, que le promoteur doit acheter en plus. Si demain il y aurait remboursement, parce qu'on ne peut plus achever le bâtiment, pas parce que l'assureur veut aller au remboursement, c'est simplement parce qu'il y a une loi qui dit que si l'achèvement n'est pas possible, la garantie d'achèvement se transforme automatiquement en garantie de remboursement. Et grâce à cette option terrain, l'acquéreur reçoit aussi bien l'argent du terrain qu'il a payé que l'argent pour sa construction. Et ça, c'est nous qui l'avons fait. Et par contre, nous, on milite que le gouvernement le mette en place en tant que loi. On a une loi de 1976 qui n'a jamais été mise à jour. Elle n'est plus adaptée à ce que le consommateur il veut aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est une loi simple à mettre. Je pense qu'il n'y aura aucun parti qui va être contre le fait qu'on protège le consommateur. Donc ça, c'est un step qui est en cours. Le gouvernement l'a mis dans son programme. La question, c'est quand? C'est ça. Et alors peut-être un mot sur les promoteurs, parce que je pense qu'ils sont assez mal compris au Luxembourg. On a toujours cette impression qu'ils ont le terrain, ils construisent dessus, ils essaient de se faire un maximum de marge. Ce qu'on ignore, c'est aussi qu'il y a beaucoup de promoteurs aujourd'hui qui sont assis sur des terrains
qui n'arrivent pas à développer et que ça leur coûte très cher. Ah oui, alors il ne faut pas oublier que les procédures pour obtenir des C'est ça. permis, on a des sont très clients lentes. qui obtiennent des PAP, donc c'est des plans d'aménagement particuliers, qui ont duré 15 ans. Ouais, non. Donc ça veut dire que ce promoteur-là, il a acheté son terrain il y a 15 ans avec un crédit bancaire, où il a payé pendant 15 ans des intérêts, et pas des moindres, plus il a dû payer des architectes, des bureaux d'ingénieurs, et tout ça coûte très 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 cher. Et à la fin du développement du PAP, qu'est-ce qui va se passer? En fonction du prix d'achat il y a 15 ans, sur base de la documentation disponible entre-temps, plus tous les changements de loi, le coût de revient a fait fois 3 par C'est ça, rapport à ce qui était initialement prévu. C'est ça, et c'est ce que les gens comprennent peu, c'est que les inefficiences administratives luxembourgeoises, bien connues notamment au niveau des communes, on sait que ça chipote pour des études sur les animaux, des choses comme ça pendant des années, ont un impact direct finalement sur le prix de vente final Tout à fait. à l'acquéreur. Et ça, effectivement, c'est mal communiqué, mais c'est un vrai souci. Et c'est pour ça que M. Glodon est en train d'essayer justement d'avoir la simplification administrative, notamment pas de réponse égale réponse positive Oui. et des dispositifs Entre de cette autres, nature. et ça c'est formidable. Alors ça c'est le premier volet. Après quand on a un PAP, on n'a toujours pas le permis pour construire. Donc il faut encore demander un permis. Et alors c'est là où commencent les difficultés. Parce que si demain, imaginons que vous pouvez faire 20 logements et que la commune dit je ne veux pas 20 mais 10 logements, ben, ça fait encore grimper le prix. C'est ça. Après, Et- c'est effectivement et- combien on arrive à maximiser en hauteur, en Et largeur. le problème, c'est qu'en 15 ans, un promoteur prend beaucoup de risques. Bien et sûr. donc, parce il achète quelque chose, mais il ne sait pas à la fin, il n'a pas de certitude juridique de ce qu'il obtient à la fin. Et le vrai souci que je vois en tant que néophyte dans votre industrie, c'est que surtout, ça réduit la compétition de manière radicale, puisque seuls quelques promoteurs extrêmement puissants sont capables de tenir aussi longtemps, là où une saine compétition avec des petits promoteurs pourrait aider justement à garder des prix un peu plus compétitifs. Tout à fait. Bon, il y a plein de promoteurs qui développent que des PAP, et puis ils s'arrêtent là, ils revendent après le bout de terrain pour que d'autres fassent des projets. Ça arrive aussi. Puis il y a ceux qui achètent des projets déjà autorisés parce qu'ils vont les vendre et les construire. En fait, ces promoteurs, il faut faire attention, c'est des développeurs. Donc C'est ça. d'abord. Après, il y a les constructeurs, mais il y a aussi les développeurs de foncier, les développeurs de projets immobiliers. Donc c'est beaucoup plus large, mais aujourd'hui, si demain un promoteur a fait 10 millions d'euros de bénéfices sur une entité, il faut diviser ce bénéfice sur 15 ans. Bien sûr, bien sûr. Donc la marge n'est pas de 40% ou 30% ou de 20%. C'est ça. Elle est subdivisée sur une durée. Et donc sans cette marge-là, il ne reçoit pas les crédits des banques, il ne peut pas acheter des terrains. Donc tout ça est une économie circulaire en fait. Très Donc, bien. Donc on a vu le premier scénario, c'est si les choses vont bien, les taux vont descendre, avec la simplification administrative, on évitera d'avoir ces surcoûts qu'on vient de subir pendant des décennies et on s'attendrait à une normalisation. Maintenant faisons l'exercice inverse. Imaginons que ça n'aille pas bien. Je vous donne un exemple. On s'attend à des augmentations de l'énergie peut-être en janvier. On sait que les aides étatiques seront plus autorisées. Donc imaginons que l'inflation reparte, les intérêts repartent à la hausse. On s'acheminerait vers quel type de scénario? Est-ce que ce sont les prix qui vont baisser en premier? À quel endroit ça va bouger en premier? Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais une chose est certaine, c'est que toute notre économie à Luxembourg, financière, est basée sur le fait qu'on puisse loger ceux qui travaillent dans notre secteur financier. Absolument. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Le meilleur exemple, c'est qu'un grand bureau d'audit a mis 250 personnes au Portugal. Ça, pour moi, c'est un signe Très fort. très fort en expliquant que je recrute pour travailler pour des entreprises luxembourgeoises. Au lieu de recruter 250 personnes ici, je les recrute dans un autre pays qui est le Portugal. En visant 750 personnes dans 3 ans. En visant 750 personnes. Et ça, par contre, c'est ceux qui ont été publiquement, mais je suis convaincu qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont le faire. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Donc ça veut dire que si demain les taux vont augmenter, l'inflation va repartir à la hausse, on ne va pas acheter et finalement, on ne saura pas éviter les faillites. Nos banques ne pourront pas continuer à porter dans leur bilan des terrains, des projets dans lesquels ils ne touchent pas des intérêts et qui ne se développeront pas. Déjà, on a beaucoup de faillites, on perd notre outil de production, donc l'artisan, le maçon, tout deviendra beaucoup plus cher en fait pour construire. On a vu plus de 70% d'augmentation si on compare Q3 de cette année et Q3 de l'an dernier, majoritairement dans la construction. Donc effectivement, c'est déjà une réalité. Oui, mais bon, on peut s'en sortir
C'est quand même toujours l'élément, mais dans le scénario noir, qui est plus d'aide d'État, qui est que tout repart, comme tu disais, à la hausse, je pense que d'abord, la construction va s'effondrer, donc on perdra l'outil de production, et deux, ce sera les grandes institutions financières qui devront aller se retourner vers les places financières autres qui ont les ressources. Parce qu'on ne peut pas tout sous-traiter. On ne peut pas que faire du télétravail. Et donc, à un moment donné, il y a peut-être d'autres places financières, d'autres gouvernements qui vont décider de faire des lois pour concurrencer le Grand-Duché. Et on aura... et les groupes vont partir. Donc, effectivement, enjeu extrêmement important, national. Et donc, ce que je retiens, c'est que si le SPV n'a pas fonctionné, il faut que le gouvernement continue à chercher des solutions dans le cas où, effectivement, la conjoncture, on a les élections américaines en ce moment, on a toujours 2 guerres qui sont en cours, dans le cas où la conjoncture ne soit pas positive. Espérons que le gouvernement vous entende et continue à être